Dans les déserts arides du district de Lakarna, dans la région du Sindh au nord du Pakistan, se trouvent des ruines incroyablement spéciales. Des blocs de pierre et des murs laissaient entrevoir la présence d'une vaste cité qui se dressait ici vers 2500 avant notre ère, fière et animée par des peuples anciens jusqu'à environ 1700 avant notre ère. 40 000 âmes de la civilisation de la vallée de l'Indus appelaient cette ville, aujourd'hui connue sous le nom de Mohenjo-Daro, leur foyer, où elles vivaient, travaillaient et survivaient, tout comme les humains modernes. Redécouverte par l'Archaeological Survey of India en 1919, près de 4000 ans après avoir été abandonnée par ses habitants d'origine, elle s'est révélée être la plus grande ville de la civilisation de la vallée de l'Indus et les artefacts qui y ont été découverts comptent parmi les trouvailles les plus importantes sur le plan culturel de toute l'histoire ancienne. Aujourd'hui, nous allons explorer à quoi ressemblait cette ancienne ville lorsqu'elle se dressait fièrement il y a des milliers d'années. Nous allons nous intéresser aux personnes qui y vivaient, à ce qu'elles ont construit à Mohenjo-Daro, ainsi qu'aux objets qu'elles ont laissés derrière elles et qui ont fait de cet ancien établissement un site si important pour les archéologues. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous vous ramenons au XXVIe siècle avant notre ère pour explorer Mohenjo-Daro, l'une des cités perdues les plus spectaculaires de toute l'histoire de l'humanité. Mohenjo-Daro est apparu pour la première fois vers 2500 avant notre ère, au XXVIe siècle avant notre ère. L'un des plus anciens exemples d'urbanisme efficace et quasi moderne, Mohenjo-Daro, est structuré autour d'un système en grille, où des blocs distincts de bâtiments sont séparés par des routes et des murs. Ceci est le plus ancien exemple connu d'un système efficace que l'on peut voir aujourd'hui dans des villes du monde entier. La ville a été construite par les habitants de la civilisation de la vallée de l'Indus, dont nous parlerons plus en détail plus tard dans cette vidéo. Leur culture s'est développée vers 3000 avant notre ère et Mohenjo-Daro était la plus grande de toutes les villes qu'ils allaient construire. Non seulement la ville était la plus grande de la Terre à l'époque où elle a été construite, mais elle était aussi la plus avancée. Le site était soigneusement planifié et bien géré, avec des preuves d'une ingénierie civile avancée à travers les ruines. Mohenjo-Daro a été abandonné vers 1900 avant notre ère, alors que la civilisation de la vallée de l'Indus commençait à décliner et à se disperser à travers leur territoire d'Asie du Sud. Les historiens ont avancé plusieurs explications différentes sur les raisons de l'abandon de la ville, avec des théories allant d'une énorme inondation ayant détruit des quartiers de la ville à des problèmes commerciaux qui ont conduit la cité à la ruine par la famine. À l'époque où Mohenjo-Daro est tombé, l'instabilité politique était omniprésente en Asie occidentale et méridionale, et l'on pense que les principaux partenaires commerciaux de la civilisation de la vallée de l'Indus ont refusé de conclure de nouveaux accords. En conséquence, les habitants n'avaient plus aucune raison de rester dans une ville aux ressources déclinantes, alors ils ont décidé de chercher ailleurs. Mohenjo-Daro a ensuite été redécouverte en 1919 lorsque Rakal Das Banerjee, un archéologue indien travaillant pour l'Archaeological Survey of India, a trouvé les ruines dans le paysage aride du nord du Pakistan. L'un des premiers objets qu'il a découvert sur le site était un grattoir en silex, semblable à ceux utilisés par les anciens humains au Pléistocène. Cela suffisait à lui montrer à quel point ce site était ancien et il a organisé des fouilles plus importantes dirigées par Kashinath Narayan Dixit en 1924 et 1925. Les fouilles se sont poursuivies jusqu'au milieu des années 60, où il a été déterminé que les dommages causés par les intempéries au fil des ans étaient devenus trop importants pour éviter d'endommager la ville si les ruines continuaient à être fouillées.
Aujourd'hui, les seuls travaux qui se poursuivent sur le site sont des efforts de conservation pour préserver la ville du mieux possible. La civilisation de la vallée de l'Indus est apparue à l'âge du bronze dans les régions du nord-ouest de l'Asie du Sud, couvrant les pays actuels du Pakistan, de l'Afghanistan et du nord-est de l'Inde. On pense que la civilisation est apparue vers 3300 avant notre ère et a duré jusqu'à environ 1300 avant notre ère. Elle était l'une des civilisations les plus étendues de l'âge du bronze, aux côtés de celles de la Mésopotamie et de l'Afrique du Nord, et aussi l'une des plus avancées technologiquement. Nommée à titre posthume d'après les sites de la vallée de l'Indus où ses vestiges ont été découverts, on estime que 10% de la population mondiale totale vivait dans les frontières de cette civilisation à son apogée. Il y a aussi beaucoup de choses que nous ignorons sur les personnes qui considéraient ces terres comme leur foyer. Alors que plus de 1000 villages et sites de la vallée de l'Indus ont été identifiés par les archéologues, seulement 96 d'entre eux ont été fouillés. Avec Mohenjo-Daro, les plus grandes villes de la civilisation de la vallée de l'Indus auraient été Harappa, Gonweriwala, Rakhigarhi et Dholavira. Beaucoup de personnes qui considéraient la civilisation de la vallée de l'Indus comme leur foyer vivaient dans des villages peu peuplés, avec seulement quelques villes, comme Mohenjo-Daro, qui constituaient les principaux bastions et centres technologiques. Beaucoup de personnes qui vivaient dans ces villages étaient des commerçants ou des artisans, qui vivaient dans des habitations simples. En fait, la raison pour laquelle il y a peu de preuves de la civilisation de la vallée de l'Indus, comparée par exemple à l'Égypte ancienne, est que beaucoup de leurs bâtiments étaient construits avec des matériaux facilement destructibles. Des huttes en terre soutenues par des poutres en bois constituaient la base de nombreux bâtiments dans ces villages, des matériaux qui ne résistent généralement pas à l'épreuve du temps lorsqu'une civilisation s'effondre. Cela n'a cependant eu que peu d'impact sur les capacités technologiques de la civilisation de la vallée de l'Indus, et grâce aux fouilles de sites comme Harappa et Mohenjo-Daro, nous avons compris que les habitants de cette région maîtrisaient la formation de leur propre culture, la planification de leur ville et l'utilisation de versions basiques des technologies modernes. Leurs villes étaient construites selon des blocs et des grilles, et certains des bâtiments plus récents découverts dans ces cités témoignent d'une planification et de structures avancées, ayant été érigées sur des plateformes surélevées pour assurer leur sécurité en cas d'inondation. Les habitants de la civilisation de la vallée de l'Indus écrivaient dans leur propre forme d'écriture, connue sous le nom d'écriture de la vallée de l'Indus. C'est une sorte de coffre au trésor verrouillé. D'innombrables trésors d'informations sur la civilisation de la vallée de l'Indus seraient à notre disposition si nous étions capables de déchiffrer ce que disent les textes. Des milliers d'exemples de leurs textes ont été découverts sur des sites archéologiques, mais au moment où cette vidéo est publiée, les chercheurs n'ont rien pu déchiffrer. C'est une langue construite à partir de symboles gravés sur des tablettes et des murs, et la plupart des séquences de symboles sont très courtes, ne contenant que quelques caractères. On pense qu'elle se lisait de droite à gauche et de bas en haut, et qu'elle a probablement été développée vers 3500 avant notre ère. De nombreux historiens débattent du fait que les méthodes d'écriture utilisées par les habitants de la vallée de l'Indus étaient une forme préhistorique d'un groupe linguistique connu sous le nom de Dravidiens, un groupe aujourd'hui presque éteint et peu parlé à travers l'Inde et le Pakistan. Certains débattent également qu'il pourrait s'agir de la forme la plus ancienne connue du sanskrit, mais nous ne pouvons pas en être certains. Certains chercheurs, comme Steve Farmer, affirment hardiment le contraire, soutenant que les habitants de la vallée de l'Indus étaient entièrement illettrés. Il est même allé jusqu'à promettre $10 000 américains à quiconque serait capable de trouver un texte en écriture de l'Indus de plus de 50 caractères.
Vers 1900 avant notre ère, la civilisation de la vallée de l'Indus a commencé à décliner et à disparaître. Certains chercheurs soutiennent que cela était une conséquence directe du changement climatique. Avec le réchauffement du climat, la rivière Sarasvati, qui traversait de nombreux établissements clés de la vallée de l'Indus, s'est asséchée, ce qui signifie que des sources d'eau essentielles étaient devenues inaccessibles. À l'inverse, certains chercheurs avancent l'hypothèse opposée, affirmant qu'une inondation catastrophique a détruit tant de structures dans la vallée de l'Indus que la civilisation n'a pas pu s'en remettre. Quelle qu'en soit la raison, tout ce qu'il nous reste, c'est une série de ruines mystérieuses et les artefacts qu'elles contiennent. Les blocs urbains en grille de Mohenjo-Daro permettent d'identifier assez facilement les bâtiments individuels et leurs fonctions, à condition qu'il en reste suffisamment pour que les archéologues puissent les étudier. Beaucoup de bâtiments dans la ville contrastent fortement avec les établissements villageois. Ils sont construits en briques cuites, dont certaines ont été assemblées avec de la boue comme mortier. La ville peut être divisée en deux segments principaux, la citadelle et la ville basse. La citadelle a été construite sur un monticule artificiel de briques et de boue séchée et se trouve à environ 12 mètres au-dessus des bâtiments de la ville basse. Au sein de la citadelle se trouvent divers bâtiments intéressants, dont le plus particulier est peut-être une immense salle construite pour accueillir environ 5000 habitants de la ville. Deux grandes salles communautaires et une zone qui aurait autrefois abrité des bains publics peuvent être vues de chaque côté de ce bâtiment. Dans la ville basse, le point central aurait été une place qui accueillait un marché public, ainsi qu'un puits fournissant de l'eau de rivière propre aux habitants. Deux plus petits puits étaient présents dans les quartiers résidentiels de la ville basse où les habitants pouvaient obtenir leur propre eau. On pense que les puits étaient parmi les premières structures construites par les personnes arrivées dans la région, avec 700 puits présents à travers la ville. Cela équivaut à un puits pour chaque 3 bâtiments résidentiels de la colonie, un chiffre qui éclipse complètement ceux trouvés dans d'autres civilisations anciennes. Les eaux usées ou sales étaient transportées par des canalisations qui étaient présentes dans de nombreuses rues et des systèmes de toilettes fonctionnels existaient dans certaines zones. Certaines maisons avaient puis même leur propre salle de bain, dont l'une est connue pour avoir eu un chauffage souterrain afin de réchauffer l'eau du bain. Certains bâtiments résidentiels avaient 2 étages avec plusieurs chambres et la plupart d'entre eux possédaient des cours intérieures. L'un des bâtiments les plus célèbres de Mohenjo-Daro est le Grand Grenier, découvert par Sir Mortimer Wheeler en 1950. C'était une zone de stockage alimentaire majeure pour les habitants de la ville, divisée à l'intérieur pour garder différents types de nourriture fraîche et sèche. Des conduits d'air aidaient à atteindre cet objectif, et on pense que les fermes qui entouraient la ville fournissaient directement la nourriture dans les différentes pièces du grenier. Le Grand Grenier est l'un des bâtiments clés de la citadelle, situé à proximité des bains publics. Il y a aussi un bâtiment non loin de ce site connu sous le nom de collège, un immense complexe de plus de 70 pièces qui aurait pu servir de résidence aux prêtres. Étonnamment, aucune muraille n'entourait la ville, mais des tours de guet et une série de fortifications assuraient la sécurité contre les pillards ou les assaillants. On ne pouvait pas en dire autant des autres villes de la civilisation de l'Indus, qui étaient généralement dotées de fortifications plus solides. La ville était cependant bien équipée pour faire face à une menace toujours présente, les inondations. Certains bâtiments étaient construits sur de grandes plateformes afin de limiter les dégâts causés par les débordements des rivières de la vallée de l'Indus. Avec l'augmentation du réchauffement climatique, on pense que ces inondations sont devenues plus courantes, des catastrophes naturelles fréquentes ravageant le site à maintes reprises au fil des années.
Au sein des bâtiments détruits de Mohenjo-Daro, les archéologues ont réussi à trouver une série d'artefacts incroyables qui peuvent nous donner un aperçu de la vie des personnes qui considéraient cette cité comme leur foyer. Dans les bâtiments résidentiels, de nombreux pots et vases différents ont été découverts, certains portant des traces de cendres. Il se peut qu'il s'agisse en réalité d'urnes contenant les restes incinérés de personnes, ou bien qu'elles aient été utilisées comme chauffage afin de brûler du bois et des végétaux pour réchauffer la maison. Ailleurs sur le site, les archéologues ont mis au jour des bijoux dont certains étaient en or, ainsi que des pois, des bols, des ornements et des jouets pour enfants. Certaines découvertes dans certaines zones nous ont permis de comprendre que certaines parties de la ville faisaient office de quartiers industriels, avec une section de la ville dédiée au travail des coquillages et une autre au travail du cuivre, cette dernière contribuant également à la production des tablettes de cuivre, gravées avec l'écriture mystérieuse de l'Indus. Certains objets retrouvés sur le site peuvent également nous donner un aperçu de la religion des habitants de Mohenjo-Daro. L'un de ces objets, découvert par John Marshall en 1931, semble représenter une figure de déesse mère, une petite statue d'une femme ornée de bijoux et de vêtements élaborés. Certains historiens les interprètent comme des idoles religieuses, peut-être une représentation visuelle d'une divinité, tandis que d'autres ont suggéré qu'il s'agissait de figures de simples citoyens de Mohenjo-Daro. Si la seconde hypothèse est vraie, ces figures pourraient avoir été utilisées dans des rituels de guérison ou des cérémonies religieuses, même si elles ne représentaient pas une véritable déesse. Ce n'est pas la seule statue découverte sur le site, et les archéologues ont également mis au jour les restes d'une figure représentant une jeune fille dansant, un homme barbu que l'on pense avoir représenté un prêtre, ainsi que des figures gravées sur des sceaux que l'on pense représenter des divinités. Avec ces artefacts, on a retrouvé des bijoux que l'on pense avoir plus de 4500 ans, dont certains contiennent plus de 1500 segments de bronze. Aujourd'hui, Mohenjo-Daro est ouvert aux touristes qui souhaitent visiter la région. Bien que très peu de travaux de fouilles aient lieu sur le site afin de préserver ce qu'il reste des ruines, il est possible de l'explorer dans le cadre d'un groupe touristique, ce qui constitue sans aucun doute une expérience fantastique pour les passionnés. Les travaux de conservation se poursuivent sur les vestiges de l'ancienne ville, avec des millions de dollars promis par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture pour protéger la zone contre de nouvelles inondations et les dégâts causés par les éléments. Cela ne signifie pas pour autant que le site soit à l'abri de toute menace. La salinité des eaux souterraines menace de réduire les ruines en gravats d'ici 2030 et des mesures de conservation améliorées sont nécessaires pour y faire face. Le site a été davantage endommagé par la cérémonie d'inauguration du Festival du Sindh en 2014. L'installation et l'organisation du festival ont exposé le site à des dommages plus importants, y compris des travaux de forage et de creusement. Le site est protégé par la loi sur les antiquités et heureusement aucun événement similaire n'a eu lieu depuis. C'est un témoignage remarquable et d'une valeur culturelle inestimable de l'histoire humaine, et le perdre reviendrait à nous priver d'une grande partie des connaissances sur les anciens peuples de la civilisation de la vallée de l'Indus. Espérons que des mesures de conservation protègent le site de tout danger futur afin que nous puissions apprécier cette partie impressionnante de l'histoire pendant de nombreuses années à venir.